Cette vidéo n'est pas pour les claustrophobes, je préviens de suite. Et trigger warning, certaines images ou vidéos peuvent heurter votre sensibilité et je vous le dis à l'avance, ce n'est pas une affaire facile à encaisser. Et pourtant, notre histoire commençait bien. John Jones allait pourtant explorer une grotte réservée à des débutants, pas des professionnels. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu et l'issue sera dramatique. Le 24 novembre 2009, John Jones, un étudiant en médecine de 26 ans, passe dans l'Utah avec sa femme Emily, qui est enceinte, et sa petite fille. Il venait voir famille et amis, et c'est à cette occasion qu'une excursion est organisée dans le réseau de grottes nommé Nutty Party. Je vous le montre, mais tout va rapidement virer au cauchemar pour le groupe et la famille de Jones, si bien que la grotte sera même définitivement fermée après le drame. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, ça va très bien, merci de demander. On se retrouve aujourd'hui pour une ADJ, affaire du jour. Je suis Nathalie Cat, étudiante en criminologie, car j'aime bien tenter d'analyser des affaires inconnues du YouTube francophone. Alors si ça t'intéresse, rejoins-nous, ça me ferait très plaisir. Et abonne-toi sinon Poupie viendra te bouffer, tout simplement. Je te laisse mes comptes TikTok et Instagram si tu veux t'abonner, mais pour l'heure, je te laisse avec le générique. Nous sommes à l'ouest du lac Utah, dans l'Utah, aux États-Unis, à une centaine de kilomètres de Salt Lake City. La grotte de Nutty Party Cave en anglais, et c'est drôle parce que Nutty Party, ça veut dire pâte de noisette, trop bizarre. Et on peut noter aussi que nuts en soi, ça signifie fou également. Et cette affaire est totalement folle. C'est une grotte hypothermale et elle va connaître malheureusement un retentissement médiatique à cause du tragique accident de John Edward Jones. Et ce n'était pas le premier incident sur le site qui a été exploré pour la première fois en 1960 par Dan Green. À l'époque, la grotte ne dispose alors que d'une entrée de 30 pouces, un peu plus de 76 cm, ce qui est minuscule. Les passages sont connus pour être étroits et glissants, et pourtant, l'endroit est hyper populaire car il accueille chaque année plus de 25 000 adeptes en spéléologie. C'est énorme, mais n'y allez pas parce que la grotte est tout simplement fermée aujourd'hui, car je sais que ça vous tente. Et avant ça, le drame de John Jones n'était pas le premier qui avait eu lieu à cet endroit, car cette grotte a fait l'objet de 4 sauvetages de spéléologues et de scouts qui sont restés coincés dans des passages sinueux, étroits ou dans des rampes naturelles de la grotte. Un homme de 23 ans était d'ailleurs resté coincé plus de 7 heures près de l'endroit où John Jones allait plus tard se retrouver coincé. Et un adolescent s'était retrouvé coincé, la tête à l'envers. Imaginez-vous les instants horribles qu'il a dû vivre et il a dû attendre ainsi pendant une nuit entière avant d'être sauvé. Vous voyez le degré de panique. Et tous ces incidents se sont déroulés entre 1999 et 2004. C'est pour cette raison qu'en 2006, l'entrée de la grotte a été scellée et je trouve ça hyper frustrant parce que si elle était restée fermée, l'accident de Jones ne serait jamais arrivé. Mais les spéléologues vont se battre pour sa réouverture, malheureusement. Les autorités ont répliqué que c'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne perde la vie dans la grotte de Nutty Party, une phrase affreusement prophétique. Mais ça va indigner les passionnés et spécialistes de grottes. En septembre 2007, finalement, la grotte est définitivement fermée avant de réouvrir en mars 2009. Évidemment, avec un nouveau plan de sécurité, comme demander un permis de visite 21 jours en amont, et être 2 personnes minimum, et que chaque groupe comporte un spéléologue expérimenté. Avant de poursuivre, je vais vous montrer un plan de la grotte pour que vous visualisiez bien l'endroit. La grotte se séparait en plusieurs parties. Il y avait le Big Slide, littéralement grand toboggan, sûrement en référence aux parties glissantes et en pente, le canal de naissance ou Birth Canal, faisant écho aux parties extrêmement exiguës de la grotte, et enfin l'exploration de l'aorte, qui était vraiment réservée aux personnes averties et professionnelles, et surtout très fins et de petite taille. Parce que vous voyez sur la carte vraiment la petitesse des passages. Car dans le corps humain, l'aorte, nom de cette partie de la grotte, est une artère qui prend naissance à la base du ventricule gauche du cœur. Ça va de 20 à 25 mm, j'ai vérifié.
Donc pas étonnant qu'ils aient renommé cette partie de la grotte l'exploration aorte. Je ne sais pas vous, mais je me sentirais pas du tout à l'aise à l'idée d'explorer cette partie de la grotte, et même toute la grotte entière. Maintenant que les bases sont posées, revenons à John. John Edward Jones a 26 ans et il a toujours aimé faire de la spéléologie avec sa famille. Son père l'emmenait fréquemment, lui et son frère Josh, 23 ans, lors d'expéditions de spéléologie dans l'Utah lorsqu'ils étaient enfants. Les garçons ont appris à aimer les profondeurs souterraines et leur sombre beauté. Malheureusement, la première expédition de John Edward Jones dans la grotte Nari Pari, au sud-ouest du lac Utah, à environ 55 miles de Salt Lake City, fut aussi la dernière. Ce jour-là, le 24 novembre 2009, à 20h, John et Josh ainsi que 9 autres membres de leur famille et amis font une expédition dans la grotte. Josh et John, bien qu'adeptes de spéléologie depuis le plus jeune âge, ne connaissaient pas cette grotte et n'avaient pas fait d'exploration depuis longtemps. La première heure se passe très bien. Rappelez-vous que la première partie de la grotte, nommée Big Slide, donc le grand toboggan, était assez vaste, plutôt large, pas trop exigu. Donc c'était la partie la plus facile. Mais au bout d'une heure, John, Josh ainsi que 2 amis se mettent en tête de repousser leurs limites et de se challenger afin de voir qui pouvait aller le plus loin dans la grotte. Grossière erreur. Bien sûr, inutile de préciser que cette idée leur fut fatale, car ils vont aller dans une partie plus compliquée à explorer, le canal de naissance, au Birth Canal, bien plus exigu. Il faut être vraiment très mince pour y accéder sans rester coincé. Et l'être humain n'est pas fait pour diminuer sa taille comme pourrait le faire un chat. Quoi, vous avez jamais vu un chat faire ça? Et beaucoup étaient restés coincés dans cette partie de la grotte par le passé. Et le Birth Canal débouche sur des petites cavités qu'il est impossible d'explorer si on n'est pas expérimenté ou très fin et contorsionniste. Mais John ne s'en inquiète pas. Il est jeune, il est mince. Il entre donc le premier dans ce passage exigu. Son frère derrière lui. Et malheureusement, cela lui sera fatal, car il ne s'agissait absolument pas du Birth Canal, comme j'ai pu le lire dans pas mal d'articles qui se sont trompés en fait, mais il s'agissait d'un endroit non cartographié qui se trouvait à côté du canal de naissance, juste à cet endroit-là. Des petites cavités non référencées, pourtant connues sous le nom de tire-bouchon. Alors déjà, c'est mauvais signe. Tire-bouchon, sous-entendu, cul-de-sac. Mais John s'était trompé de chemin et l'erreur lui sera funeste. J'avais dit que seuls les spéléologues expérimentés et contorsionnistes pouvaient explorer cette partie de la grotte. Eh bien, je ne mentais pas. C'était si exigu qu'il fallait vraiment être très mince et souple pour progresser. John rampait sur le ventre, mais petit à petit, le passage devient de plus en plus étroit et il lui fut bientôt impossible de faire demi-tour. J'ai des sueurs froides rien qu'à imaginer la situation. Mais nous ne sommes pas au bout de l'horreur. Au bout de la brèche dans laquelle il évoluait, il voit une sorte de vide qu'il pense être une sortie lui permettant de faire demi-tour. Il a donc continué jusqu'à s'enfoncer sans pouvoir faire marche arrière. John rampait à présent dans un espace vraiment restreint de 10 pouces sur 18, ça fait 25 cm sur moins de 46 cm, vraiment minuscule. Je sais pas si vous imaginez l'infime crevasse, ou plutôt fissure, qui menait en fait à une pente, puis une impasse. C'était si exigu que John avait rentré au maximum le torse afin de s'y faufiler. Et quand il n'a plus pu rentrer son torse, parce qu'il avait des limites, eh bien il s'est retrouvé coincé. Imaginez-vous cet exercice de rentrer votre poitrine et votre ventre pendant des minutes et des minutes. Un vrai exercice d'équilibriste qui lui coûtera la vie. Ça me donne envie d'arrêter de manger même si je n'ai absolument pas envie de faire de la spéléologie du tout. En fait, John se retrouve coincé dans une zone de la grosseur d'une machine à laver. Ça donne des frissons. John fait tout ce qu'il peut pour se dégager du piège de roche, mais il voit bien qu'il n'y arrivera pas sans aide. Il appelle donc son frère qui était toujours derrière lui à la rescousse. Josh pense qu'au début, c'était juste une petite blague qu'il pourrait raconter ensuite à la fin de la journée et qui rigolerait bien plus tard en racontant cette anecdote à leurs amis. Mais il réalise bientôt avec horreur qu'il se trouvait face à un problème plus sérieux qu'il ne l'envisageait au départ.
Josh tente de délivrer son frère de la roche, mais ses tentatives désespérées ne furent d'aucune utilité. Et pire, elles empirèrent la situation. Avec horreur, il voit son frère glisser plus profondément dans la fissure dans laquelle il était coincé, la tête à l'envers et les bras coincés sur le côté, désormais incapable de bouger. Le niveau de claustrophobie est maximum, je sais pas pour vous. Et c'est à ce moment précis que John et Josh réalisent la gravité de la situation. S'ils n'appelaient pas les autres à l'aide, ils n'arriveraient jamais à extirper John de la grotte. Josh appelle donc ses amis à la rescousse, et un ami reste auprès de John pendant que Josh se précipite à la sortie afin d'appeler le 911, le numéro d'urgence. Et d'ailleurs, il doit se rendre jusqu'à une colline voisine afin d'avoir du réseau. Vous imaginez la panique qu'il devait ressentir. Les secours mettront 3 heures à arriver et le premier secouriste arrivera à 00h30 pendant que John était toujours la tête en bas. La première secouriste à arriver sur les lieux s'appelle Suzy Motola et c'est une bénévole locale qui se précipite aux côtés de John pour tenter de lui venir en aide. Mais quand elle arrive sur les lieux, elle se rend compte qu'elle a sous-estimé la situation. Elle était bien pire que ce qu'elle ne pensait au départ. Mais afin de ne pas paniquer John, parce que la situation était extrêmement délicate, elle tente de rester calme. John était déjà dans une position extrêmement inconfortable et elle dit qu'il serait sorti d'affaire bientôt et qu'il devait rester calme. John la remercie, mais il exprime également son désir de sortir de là rapidement. Et on le comprend. Pendant 2 longues heures, Suzy va faire absolument tout ce qui est dans son pouvoir pour sortir John de là, mais en vain. Elle essaie même de lui couper le jean pour qu'il ait un peu plus d'amplitude et qu'il puisse un petit peu se dégager. Suzy remonte alors hors de la grotte, là où sa famille et les amis de John l'attendaient. Elle est épuisée, elle est restée des heures avec John et n'a trouvé aucune solution. À ce moment-là, il y a également une trentaine de sauveteurs sur les lieux. Imaginez-vous une seule seconde la terreur de la famille à ce moment-là. Et l'espoir, surtout qu'ils avaient encore de le retrouver vivant. À partir de là, on élabore un plan afin de le faire sortir de ce qui allait devenir une tombe rocheuse. Les sauveteurs imaginent ensemble de quelle façon ils allaient bien pouvoir faire sortir John. Par exemple, ils imaginent un système de cordes, je pense que vous y aviez pensé comme moi, qui pourrait le faire remonter à la surface. Mais il y avait un problème. Comment faire pour ne pas le blesser en même temps? Par exemple, lui casser les bras et les jambes, etc. Cela se révéla beaucoup plus complexe que prévu. Les sauveteurs imaginent aussi le fait de casser volontairement ses jambes pour le remonter plus facilement, mais également, et c'est pas si surprenant que ça, lubrifier les murs afin de le faire glisser hors de son piège et l'extirper ainsi plus facilement. C'est assez intelligent. Et d'ailleurs, ça me fait penser fortement à une fille qui était avec moi en primaire et qui s'était coincé le bras dans la rampe d'escalier. Je me rappelle que la prof avait utilisé du savon pour lubrifier la rampe et la délivrer. Donc heureusement qu'elle a réussi, sinon la fille serait encore à son grand âge en primaire. Pas top, ça aurait pu être très gênant. Toujours est-il que là, dans une grotte, ce n'était absolument pas la même chose. C'était pas aussi simple et vous aurez peut-être deviné le problème principal de la grotte, c'est-à-dire l'éboulement ou chute de roche de la grotte. Ils utilisent de l'huile pour faire glisser John, puis mettent en place un système de cordes et de poulies. Et honnêtement, je n'imaginais pas autre chose pour le faire sortir, à mon humble avis. Il valait mieux également risquer de lui casser des membres plutôt que de le laisser là, comme ça. On fore donc une partie de la roche autour de lui, ce qui était risqué en soi, et on tente de soulever ses jambes, vu qu'il était, rappelez-vous, la tête à l'envers. Premier problème, lorsqu'il tente de forer la roche autour de lui, ça prend énormément de temps. Temps qu'il ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Car John était la tête à l'envers, position peu naturelle du corps qu'on peut évidemment supporter quelques minutes. En revanche, la maintenir pendant plusieurs heures est problématique, car cela peut produire un glaucome, la rupture d'un vaisseau sanguin et l'œdème cérébral. Et le poids des organes sur les poumons est susceptible d'entraîner une asphyxie. Et c'est ce que confirme le chirurgien présent sur place, qui s'appelle Doug Murdoch, et qui confirme que John ne tiendrait guère que 10 heures. Ce qui était vraiment peu, car les liquides et le sang s'accumulent dans le cerveau et les poumons, la tête à l'envers, et ça peut mener à une crise cardiaque. John risquait donc de mourir d'une simple position forcée. Il fallait donc agir vite. Donc forer la roche prenait trop de temps,
Et en plus, il ne pouvait pas être retiré sans risquer l'éboulement. Les chances d'extirper John facilement étaient à présent très compliquées. À 213 mètres de profondeur, soit 700 mètres, c'est énorme. De plus, seule une personne pouvait descendre pour des raisons évidentes, et ça prenait du temps, les sauveteurs devaient se succéder. Et oui, il ne pouvait y avoir qu'un seul sauveteur aux côtés de John, tellement c'était étroit. Maintenant, il y avait une centaine de sauveteurs sur place. Et John commençait déjà à s'asphyxier vu sa position. Le système de cordes et de poulies va malheureusement se révéler infructueux. Et je vous laisse deviner pour quelle raison. En effet, comment voulez-vous qu'un corps se contorsionne facilement dans une fissure alors qu'il est tenu par une corde ? Surtout voyant la forme du canal, il était piégé. Ils réussissent tout de même à le surélever assez pour lui administrer une intraveineuse, pour le faire tenir plus longtemps, mais malchance ultime, le système de poulie tombe en panne. Et John dégringole encore plus bas. John, qui était calme au départ, commence à paniquer. Lui qui faisait des blagues telles que « I'm sorry, I'm so fat. Désolé, je suis trop gros. Ça serait beaucoup plus facile pour vous si je n'étais pas si gros. » Il commençait peu à peu à perdre le sens de la réalité. On lui amène donc une radio bidirectionnelle, donc une sorte de talkie-walkie, afin qu'il puisse discuter avec sa femme. « I love you, just keep fighting. »« Je t'aime », dit la voix chancelante d'Emily à travers la radio. John crie, Ryan put entendre ce qu'il criait. « Je t'aime, dis à Lizzie que je l'aime, je serai de retour, je sortirai et je te verrai. » À ce point-là de l'histoire, je trouve que c'est assez mauvais signe de lui donner un talkie-walkie, comme si finalement il allait prononcer ses dernières paroles à sa famille. Et comme si son destin était scellé et qu'on lui permettait une dernière fois de s'adresser à sa femme. Mais on peut voir aussi les choses positivement en se disant que c'était certainement pour ne pas qu'il panique, l'aider à se calmer, vu que Emily le connaissait mieux que personne. Ça a servi donc à calmer John et à le faire patienter jusqu'à une prochaine tentative de secours. Tentative qui aura lieu à 19h, mais là, il y avait un problème. À chaque traction, si je peux m'exprimer ainsi, traction du système de poulie, c'était une véritable torture pour John. Une torture autant physique que mentale. Alors plusieurs pauses ont été nécessaires. Il fallait à tout prix éviter de lui casser des membres. Après une troisième traction, il y eut une lueur d'espoir, car un des sauveteurs qui était descendu a pu échanger un regard avec John qui était maintenant visible. Ses yeux étaient en sang et son visage était sale, mais il allait à peu près bien. Il souriait et disait qu'il avait très mal aux jambes. « I'm upside down, that sucks. Je suis à l'envers, c'est nul. » Le secouriste, qui se sentait comme un poisson dans l'eau sous terre, si je puis m'exprimer ainsi, donc son nom c'était Ryan Schutz, faisait de la spéléologie depuis sa plus tendre enfance, 4 ans. Donc il était vraiment flexible et pas du tout claustro. Et même lui sentait que ce n'était pas une mince affaire. John était à l'envers depuis midi. « Help me to get out, I don't want to be on my head. Laissez-moi sortir, je ne veux pas être sur ma tête. » a dit John à Ryan lorsqu'il est arrivé. Mais malheureusement, un autre drame allait survenir. Un des dispositifs du système à poulie va encore tomber en panne. Et John va retomber à l'endroit initial où il était. À ce moment-là de l'histoire, je ressens une frustration extrême. Car si le matériel avait été moins défectueux, peut-être que John aurait eu une chance de s'en sortir. Mais nous reparlerons des circonstances plus tard. Et il y avait pire. Un des boulons du système de poulie qui était attaché à la grotte était tombé, causant un éboulement. Le secouriste qui était descendu se prend de la roche dans la figure et s'évanouit. Il en était de même pour John qui ne répondait plus du tout. On apporte des soins au secouriste et un second va descendre pour essayer de vérifier si John était toujours en vie, malgré tout. Et c'était le cas. Il respirait toujours. Il lui passe donc une corde autour de la taille et là, c'est le comble. Il reste coincé à son tour. On a donc maintenant 2 personnes qui sont coincées au même endroit. On parvient à lui venir en aide, mais non sans plusieurs blessures. Une 3e personne va donc descendre afin de forer la partie autour de John, afin de libérer un peu d'espace, et ce fut une très mauvaise idée, car ce fut lent et inutile. L'équipe de secouristes commence peu à peu à perdre espoir. Ils sont fatigués et ils commencent à perdre espoir en même temps que l'énergie. John, qui respirait faiblement, était toujours inconscient. Il venait de faire tragiquement un arrêt cardiaque, même s'il était toujours biologiquement vivant.
Sa femme, informée de l'état critique de la situation, s'adresse à John en lui disant de se reposer, vu qu'il avait fait tant d'efforts jusque-là. Mais les secouristes savaient que John était mort, 28 heures après le fait qu'il ait été coincé. Mais Emily n'y croit pas, et on peut la comprendre. Ils entreprennent donc de sortir le corps sans vie de John, mais ils se rendent compte bientôt que c'est impossible sans sacrifier leur équipe et sans laisser d'impact. Que c'est impossible de le faire en le laissant intact d'une part et sans risquer la sécurité des secouristes d'autre part. Ça ne serait pas sans risque pour eux. L'entrée de la grotte fut scellée avec du ciment et on mit une plaque commémorative rendant hommage à John, rappelant ainsi aux explorateurs forcenés prudence et vigilance. Avant d'évoquer ce qui aurait pu être évité afin de ne pas aboutir à un tel drame, alors attention, le but n'est pas de sonner comme une personne qui aurait la science infuse ou un donneur de leçons, pas du tout, mais simplement de comprendre ce qui s'est passé et de tenter de faire de la prévention afin qu'un tel drame ne se produise plus. Car c'est juste dramatique et assez impressionnant physiquement et mentalement. Car je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ces images et cette histoire m'ont profondément choquée. Et je voulais pas rester seule avec ça, alors du coup, avec qui je partage ça? Eh bien, à mes proches et également à mes abonnés, car je ne vais pas saouler mes proches H24 avec mes histoires. Et vous êtes là sur ma chaîne, donc en principe, c'est des sujets qui vous intéressent. Du moins, j'espère. Donc avant d'évoquer les points de prévention, je vais vous partager le questionnement qui s'est imposé à moi lorsque j'ai fait des recherches sur cette affaire et je vous laisse deviner le type de question. C'est tout simplement pourquoi? Qu'est-ce qui est passionnant dans la spéléologie? Pourquoi est-ce que les gens en font? Alors peut-être qu'il y aura parmi vous des gens qui sont passionnés en spéléologie. J'ai hâte de lire vos commentaires, savoir ce qui vous intéresse dans la spéléologie. Ces réponses m'intéresseront fortement. En recherchant sur Google, je suis tombée sur une brochure de spéléologie en Suisse qui vante les vertus de la spéléologie. Aller sous terre, c'est échapper aux contraintes qui rythment et façonnent notre quotidien. Dans le dédale des couloirs souterrains, personne ne nous dicte notre comportement. Pour ceux qui l'apprécient, ce milieu mystérieux représente un espace où la liberté individuelle peut s'exprimer par le biais d'une activité sportive ou scientifique enthousiasmante, soulignant ainsi la liberté que cette passion offre. Même si personnellement ça me rendrait vraiment claustrophobe, j'essaie de me mettre à la place des amateurs de spéléologie et d'envisager que c'est une façon de se couper du quotidien et du stress journalier. En faisant du sport et en explorant, ça donne aussi un sentiment de liberté. Et en effet, ce qui ressort de mes recherches, c'est le plaisir retiré de la spéléologie et le fait qu'elle permette le maintien en forme, la maîtrise du corps, car c'est un sport qui mobilise tout le corps, parce qu'il est à la fois postural, musculaire et cardio. Et justement, première erreur de John, qui pourrait s'appliquer à n'importe quel exercice physique d'ailleurs, eh bien, il a fait preuve d'une méconnaissance de ses propres limites. Car je reviens à la brochure, descendre sous terre n'est pas sans risque. La facilité procurée par les techniques individuelles de progression sur corde est trompeuse. Elle ne devrait pas faire oublier que n'importe quel incident peut avoir des conséquences graves pour la personne qui en est victime, bien sûr, mais aussi pour ses coéquipiers et pour les secouristes. Et il a été dit que John n'avait pas fait de spéléologie depuis longtemps avec son frère. Et que dans la grotte de Nadi Pari, selon les dernières règles de sécurité, il fallait être accompagné par des experts en spéléologie. Et je ne sais pas si parmi la famille et les amis de John et Josh, il y avait des experts, mais en tout cas, s'ils s'étaient imposés comme deux experts en spéléologie, ce n'était pas du tout vrai, c'était plutôt erroné. John est passé en premier dans la grotte, donc c'était plutôt la personne de référence pour les autres. Grossière erreur. Il n'aurait pas dû. Il n'avait que peu d'expérimentation et s'est même trompé de chemin. Il a emprunté des fissures non cartographiées. Et quand le passage était plus exigu, il a quand même continué à avancer. Alors on ne peut pas blâmer son frère qui a voulu l'aider, mais le fait de l'aider sans appeler au préalable les secours, ça l'a fait dégringoler plus bas et ça a rendu la situation beaucoup plus dramatique et inextricable. Peut-être qu'on aurait pu l'aider aisément s'il ne l'avait pas aidé au préalable. Même si je pense que chacun d'entre nous aurait naturellement aidé son frère s'il était coincé, enfin j'espère. Il aurait mieux valu attendre d'appeler les secours. Donc première erreur, il n'a pas su identifier ses propres limites. Ce n'était pas un spécialiste et il est passé devant et a continué d'explorer jusqu'à être complètement bloqué. Car il a dit que l'espace rétrécissait au fur et à mesure qu'il avançait. Il aurait dû rebrousser chemin pendant qu'il en était encore temps. Mais non, il aspirait son torse pour être vraiment au maximum. Et d'ailleurs, son frère a eu du mal à le trouver au départ, signe qu'il a pris des initiatives seul.
Même si les techniques de progression sur corde et la légèreté du matériel rendent possible une pratique individuelle, voire solitaire, cette apparente simplicité a le désavantage de masquer les réelles difficultés que peuvent présenter les incursions souterraines, c'est-à-dire les risques liés à l'environnement sous terre et le comportement de la personne faisant de la spéléologie. En ce qui concerne l'environnement, les cavités, les coins exigus, l'instabilité des parois, la présence d'éboulis, de roches glissantes qui peuvent être aussi la source d'incidents. Quant au comportement de la personne en spéléologie, la déficience de l'éclairage, l'épuisement d'un camarade, la blessure éventuelle, longue attente dans le froid, avec le danger d'hypothermie que cela suppose. Il faut autant connaître la grotte que se connaître soi-même, en gros. Et John n'avait ni une bonne connaissance de la grotte, ni une bonne connaissance de lui-même. Apparemment, une attention particulière doit être accordée à la connaissance de ses propres limites, à celles des autres, à sa faculté d'évaluer les risques, aux conditions climatiques et dans la pratique de la spéléologie verticale, à sa capacité d'intervenir rapidement pour dégager un camarade bloqué sur une corde. Il a donc fait une erreur d'appréciation. Il a mal évalué la grotte, ses capacités physiques et également de jugement. Autre erreur, tout simplement le fait d'avoir fait un enchaînement d'erreurs. Il est parti de son côté, a mal évalué le chemin, a poursuivi son chemin même si ça devenait exigu, il a insisté dans la fissure même s'il avait déjà des difficultés à avancer en aspirant son torse. Rappelez-vous, il n'a pas annoncé ses intentions à ses coéquipiers. Et ça, c'est très important. Il faut bien connaître ses accompagnateurs et leur dire précisément ce que vous comptez faire pendant l'excursion pour ne pas les mettre au pied du mur. Et il ressort qu'il ne s'est ni bien organisé en amont, ni informé sur la dangerosité de la grotte qui avait pourtant failli être fermée par le passé à cause de nombreux incidents. Et ça, c'est un autre point. Il ne s'agit pas seulement de bien s'équiper, il faut aussi bien s'informer, que ça soit sur la grotte, mais aussi sur la météo, pour éviter les montées d'eau, bien évidemment, et les montées de pluie, sur la situation générale. Faire des recherches sur quelque chose que je ne ferai jamais, check. Et ne me dites pas il faut jamais dire jamais, là c'est vraiment jamais. Cette histoire dramatique nous rappelle prudence et vigilance, à ne pas surestimer ses capacités et à prendre des précautions lorsqu'on ne connaît pas vraiment l'endroit et ses propres limites. En tout cas, cette histoire n'est pas une affaire à proprement parler, m'a laissé terriblement triste. J'espère que John repose à présent en paix dans sa grande tombe et que sa femme et sa petite fille, ainsi que son bébé à naître, se sont reconstruits après cette immense perte. J'espère qu'ils vont tous bien. Le jeune homme n'avait que 26 ans et avait toute la vie devant lui. Une famille qu'il aimait, ne l'oublions pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, mets John en commentaire, qui a été un battant jusqu'à la fin. Il a tenu jusqu'au dernier moment, avant de tragiquement succomber, la tête à l'envers. Dis-moi si tu aimes ou n'aimes pas la spéléologie, si tu en ferais un jour, ou si c'est ta passion, carrément. Ça m'intéresse grandement. J'ai adoré faire des recherches sur cette affaire qui était largement documentée sur Internet. Et j'ai adoré aussi faire des recherches sur la spéléologie. Dis-moi ce que tu penses de cette affaire, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et dis-moi aussi si tu aimes que je parle de faits comme ça et non d'affaires criminelles comme d'habitude. Si vous voulez prolonger le visionnage de mes ADJ, je vous mets dans le petit i des vidéos qui pourraient vous intéresser, dont ma vidéo précédente qui est vraiment très intéressante. Je t'invite à la regarder si cela n'est pas déjà fait. Si vous aimez lier film d'horreur et spéléologie, il y a le film The Descent qui est pas mal, que j'ai vu dernièrement. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et abonnez-vous, sinon Poupie viendra vous menacer personnellement. Et elle plaisante pas. Mes comptes TikTok et Insta sont là si jamais je te manque entre deux vidéos. Sois prudent si tu pars en expédition. And remember, you rock.